Bonsoir tout le monde, ça va bien? Merci d'être là. Donc bienvenue à l'événement Bistro Brain des idées de génie. C'est notre dernier événement de la saison. Merci d'être tous là. Je vous invite aussi. Pardon, je suis complètement perdu, c'est la chaleur. J'ai plus l'habitude. Donc je me présente très rapidement. Je vais être Loïc, je vais être votre animateur pour la soirée. Est-ce qu'il y en a parmi vous? C'est leur premier Bistro Brain ici. Ok. Merci Alexis, directeur depuis on ne sait plus combien d'années. Oui. Alors, pour ceux donc qui ne connaissent pas, dont Alexis qui est le directeur, euh, qu'est-ce que Bistrobine? Bistrobine, c'est donc un OBNL qui existe depuis 2017 où l'objectif justement c'est de mêler diffusion de la science avec plaisir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient des événements comme ce soir où vous allez avoir le droit à 4 présentations de 12 minutes avec une période de 3 minutes de questions où vous allez pouvoir justement poser toutes questions aux personnes présentatrices. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec Bistro Brain, c'est qu'on n'est pas seulement à Sherbrooke, on est aussi à Montréal et à Québec. Donc il y a aussi des événements là-bas, et si jamais vous ne pouvez pas vous y rendre, n'hésitez pas à aller regarder donc, sur YouTube, il y a toujours les enregistrements, et donc il y a plein de thèmes différents. On va en parler très rapidement, très bientôt, donc n'hésitez pas. Suivez très bien aussi les présentations, parce qu'à la fin, nous avons un quiz. Et qui dit quiz, dit prix. Et donc, qui dit prix, dit qu'il y aura des gagnants. Donc, c'est ceux qui répondront bien aux questions. Avant de continuer et d'inviter donc notre personne collaboratrice à présenter les collaborateurs, je vais juste parler de l'année Bistro Brain. S'il te plaît, parfait. Avec nos réalisations de l'année 2025-2026. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait des événements, bien sûr. Ah, il y a des animations. Et on en est aujourd'hui au 165e événement, déjà. 26 cette année au total. Alors, on a vu plein d'événements différents, donc comme je disais, aussi bien ici à Sherbrooke qu'à Québec ou Montréal, avec par exemple Femmes en Sciences, qui a été l'événement le plus populaire de cette année à Sherbrooke, avec, corrige-moi Alexis, il me semble que c'est 184 personnes. Hein? Ah, la slide d'après, spoiler alert, désolé. Ou d'autres événements comme Une seule santé, Des mondes ton mythe, ou Neurosciences et données massives à Québec et à Montréal. Donc, pour cette année, ça fait donc plus de 10 000 auditeurs et auditrices, non pas pour cette année, pardon, pour toutes les années, et dont 2000 cette année, donc avec une moyenne de 114 personnes présentes aux événements à Sherbrooke. Ça fait beaucoup. Ok, parfait. Donc, comme je vous l'avais dit, spoiler alert, le record de l'année avec 187, j'étais proche, 187 personnes à Femmes en Sciences le 11 mars. Donc un événement qui justement permettait de promouvoir les femmes en sciences. On a fait aussi notre lancement dans la ville de Québec avec donc 3 événements où on a pu avoir un public moyen de 60 personnes par événement et aussi une appréciation de la vulgarisation qui ne cesse d'augmenter au travers des années, comme voilà, il y a un petit cercle. Comme on peut le voir, si on voit l'évolution, on passe de 65 à 78%, et c'est vous, à chaque fin d'événement, quand vous nous répondez au questionnaire, qui nous permet de voir que on fait toujours des événements de qualité, et c'est apprécié. On donne aussi donc des formations, et cette année, ça a été donc plus de 400 personnes initiées. Et on remercie à chaque fois nos collaborateurs qui justement promouvoient les événements de formation et qui invitent leurs membres pour participer. Puis c'est toujours très plaisant d'avoir plein de monde quand on fait des formations. Je parle en connaissance de cause, je suis aussi formateur. Voilà, et puis un petit dernier mot pour finir, on veut remercier nos équipes. Donc ici, le comité de Sherbrooke, là, les belles faces que vous voyez avec les t-shirts et les pulls Bistro Brain autour, mais aussi donc le comité de Montréal et le comité de Québec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour... Ah non, pardon, et le comité national, évidemment, il est important. Excuse-moi Alexis. Le comité du national, voilà. Puis évidemment, tous nos collaborateurs
et commanditaires qu'on a pu avoir tout au long de l'année. On les remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut avoir les événements, mais aussi grâce à vous qui venez à chaque fois à nos événements. Et puis je vous souhaite un bon Bistro Brain. J'ai encore quelque chose à vous dire. Alors, pour la suite, comme je vous ai dit, je vais inviter donc Alicia Soulas qui est dans le CE donc du CSG, les cycles supérieurs de génie, qui sont nos collaborateurs pour la soirée, à nous dire un petit mot sur le CSG, ce qu'ils font et tout. Enfin, je sais pas, mais vas-y. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Alicia, je suis vice-présidente au cycle supérieur à la CSG. Puis nous dans le fond on est les cycles supérieurs en génie et on organise beaucoup d'événements donc pour les cycles supérieurs en génie. Puis l'événement Bistro Brain en fait c'est la suite de notre événement scientifique Genius qui est une soirée scientifique à la faculté de génie. Ça fait 3 ans qu'elle a lieu, puis on va la faire chaque année, où le but, c'est que les personnes étudiantes puissent présenter leurs projets de recherche de manière vulgarisée à toute la communauté étudiante. Donc, les personnes gagnantes de cet événement ont la chance ce soir de pouvoir présenter leur sujet donc à une communauté plus large que juste celle de l'université. Donc c'est pour ça que ce soir vous avez un Bistro Brain des idées de génie. Donc encore félicitations aux personnes qui présentent parce que c'est celles qui ont eu des prix de présentation ou de vulgarisation lors de l'événement. Fait que félicitations à vous. Et c'est ça, n'hésitez pas à participer avec nous. Merci. Alors, avant qu'on démarre, je tiens à remercier nos collaborateurs, donc la CSG, mais je tiens aussi à remercier nos commanditaires, donc Geneviève Herbert, la FEUS, le REMDUS et le SARUS. Maintenant, je vais réinviter en fait Alicia à revenir sur scène parce que ça va être notre première personne présentatrice qui... Hein oui, welcome back. Qui est donc candidate au doctorat en génie mécanique et qui va nous parler de pression et pas celle qu'on est en train de boire, la pression artérielle. Oh. Voilà. Bonne présentation. Rebonsoir. Moi, je viens vous parler d'hypertension et de savoir si votre poignet pourrait avoir la réponse. Donc, vous êtes dit, vous veniez ce soir, vous alliez être tranquille, mais je commence. Je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un saurait ce que c'est la pression artérielle? Façon simple. Vas-y. C'est ça. Dans le fond, la pression artérielle, c'est vraiment juste la force qu'exerce le sang sur la paroi de nos artères. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre cœur, c'est une pompe. Puis, quand il va pomper, il va envoyer le sang dans les artères, fait que ça va faire des variations de volume sanguin. Et ça va créer des variations de pression dans notre artère. Donc, dans le fond, c'est exactement ça que vous sentez quand vous prenez votre pouls au niveau du poignet. Si vous mettez votre doigt sur votre artère, vous allez sentir la variation de pression qui est due à la variation de volume sanguin. Fait que cette pression artérielle, en fait, c'est un bon indicateur de santé. Et c'est pour ça que quand vous allez chez le médecin, on vous la prend parce que ça permet de savoir globalement est-ce que ça va bien. Fait que comment est-ce qu'on la mesure? C'est avec un tensiomètre. Donc le tensiomètre, il va vous donner 2 valeurs. Il va vous donner une valeur haute qui est en fait la pression artérielle maximale, donc la pression dans vos artères lorsque le cœur pompe, envoie le sang. Puis la pression artérielle minimale, donc ça c'est vraiment quand on a la pression entre 2 battements. Puis c'est ces 2 valeurs-là qui vont vous permettre de savoir si ça va bien ou pas. Fait que le problème qu'il y a avec la pression artérielle, c'est que si elle est trop élevée, on est atteint d'hypertension artérielle. Pour comprendre en gros le problème qu'il y a avec l'hypertension artérielle, c'est imaginer un tuyau d'arrosage, quand vous le bouchez et que l'eau a du mal à passer, il va y avoir une plus grande force qui va se faire. Et donc en fait, la force qui va se créer, ça va être notre cœur qui va devoir forcer beaucoup plus fort pour envoyer le sang dans les artères parce que ça a du mal à circuler. Et donc du fait qu'il doit forcer, ça va créer des AVC ou des arrêts cardiaques. Pardon. Fait que la conséquence, c'est que l'hypertension artérielle, c'est la première cause de maladies cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Donc, de là, on comprend l'intérêt de finalement diagnostiquer l'hypertension pour la soigner, pour éviter des morts.
Donc on aimerait éviter de mourir. Là, maintenant que je vous ai bien fait peur avec ma petite histoire de mort, est-ce qu'il y a des gens hyper tendus dans la salle? Eh ben, j'espère que vous êtes soignés, au moins. Mais en vrai, vous n'êtes pas beaucoup. En même temps, on a un public plutôt jeune. Il faut savoir que dans le monde, on a une personne sur 5 qui est atteinte d'hypertension. Puis que sur toutes ces personnes hypertendues, on a près de la moitié qui ne le sait pas. Donc ça va quand même être difficile de soigner une maladie quand on ne sait pas qu'on l'a. Donc l'objectif de ma recherche, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut améliorer le diagnostic. Mais déjà, comment est-ce que l'hypertension est diagnostiquée? L'hypertension, elle se diagnostique avec un tensiomètre qu'on porte pendant 24 heures. Et ce tensiomètre-là, il va se gonfler toutes les 20 minutes, même pendant la nuit. Fait que c'est inconfortable, ça réveille la nuit et c'est encombrant. Donc, ça fait que les gens n'ont pas envie de l'utiliser. Donc, la solution que je propose, c'est d'aller vers une amélioration pour aller à un diagnostic au poignet. Pour vous dire, moi, j'ai essayé le diagnostic avec le tensiomètre, là. J'ai vraiment pas aimé. Ça m'a tellement irrité que j'avais carrément un bout de peau qui est parti. Là, au moins, l'avantage, c'est que derrière, je me suis dit, à chaque fois que je me dis pourquoi je fais un doctorat, j'ai raté ma vie, franchement, je remets ma vie en question, c'est dur. Je me dis, ok, ça a une utilité, c'est bon, on y va, on continue. Fait que là, maintenant, c'est bien, je vais aller vers un diagnostic au poignet. Mais le premier défi, ça va être la hauteur poignet-cœur. Il faut savoir que des tensiomètres de poignet, ça existe déjà. Mais quand on vous fait utiliser un tensiomètre de poignet, on vous demande de mettre votre main au niveau du cœur. Si votre main n'est pas au niveau du cœur, en fait, il va y avoir une erreur systématique sur la mesure de la pression artérielle. Et c'est dû à la pression hydrostatique. Bon, la pression hydrostatique, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez tous déjà ressenti qu'est-ce que c'est. C'est en fait quand vous allez dans l'eau, puis plus vous allez profond dans l'eau, plus vous sentez la pression de l'eau sur vous qui augmente avec la profondeur. Fait que, hop là, petite pression hydrostatique qui augmente. En fait, la pression hydrostatique, c'est juste l'effet du poids d'un liquide. Donc, cette pression hydrostatique, elle fait, c'est exactement pareil en fait pour notre sang. Notre sang, si on va avoir le poignet au niveau du cœur, la mesure, elle va être bonne. Si c'est plus haut, on va avoir une mesure faussement basse. Et si notre poignet est plus bas, on va avoir une mesure faussement haute. Tout ça à cause de la pression hydrostatique. Mais bonne nouvelle, on a une solution. Si on est capable de mesurer la hauteur entre le poignet et le cœur, on est capable de compenser l'erreur et donc d'avoir une bonne mesure de la pression artérielle. Donc pour la mesure de la hauteur poignet-cœur, comment est-ce que je fais ça? Ça, je l'ai déjà fait. On va utiliser des petits capteurs qui s'appellent des accéléromètres. C'est un tout petit capteur qui fait 3 mm. Et en fait, on va en positionner un au niveau du bras et l'autre au niveau du poignet. Et en fait, ils vont vraiment juste nous servir à donner la direction de notre bras et de notre avant-bras dans l'espace. Et après, avec un peu de géométrie, on va pouvoir avoir la hauteur poignet-cœur. En fait, l'accéléromètre au niveau du bras, il va nous permettre d'avoir la hauteur du bras. L'accéléromètre au niveau du poignet, il va nous permettre d'avoir la hauteur de l'avant-bras. Puis, on ajoute ces deux valeurs et on a juste à soustraire la hauteur épaule-cœur et on a notre hauteur. Fait que là, maintenant qu'on a la hauteur, on est capable de compenser et donc on est capable d'avoir une bonne mesure de pression artérielle. Fait que là, vous pouvez faire votre mesure de pression artérielle au poignet avec les deux petits accéléros dans toutes les positions que vous voulez. Fait qu'amusez-vous à jouer au twister comme lui si vous voulez. Vous pouvez. Il faut juste rester immobile. Mais c'est tout. Donc, le premier défi est résolu. Maintenant, il me reste le deuxième défi, c'est d'enlever le brassard. Parce que même si on utilise un tensiomètre de poignet qui est plus confortable que celui du bras, ça reste que on a quelque chose qui vient se gonfler autour du poignet toutes les 20 minutes, c'est pas agréable. Fait que, comment est-ce que je vais... déjà, en fait, pour comprendre comment enlever le brassard, on va déjà se demander comment fonctionne un tensiomètre. Alors, ici, vous avez le graphique de ce que mesure un tensiomètre, le petit capteur de pression qui est dans le brassard. Pour le comprendre, je vais vous revenir avec la mesure du pouls. Quand vous prenez votre pouls, vous commencez par appuyer doucement sur l'artère, fait que vous sentez que vous appliquez une force sur votre artère. Fait que ça, finalement, c'est la pente, puis c'est la pression appliquée. Mais en même temps que vous appuyez, vous sentez les variations de volume sanguin, la variation de pression. Fait que ça, c'est nos petites pulsations.
Et donc, c'est nos variations de volume sanguin. Mais le tensiomètre, c'est ça qu'il mesure. Il mesure une variation de volume sanguin et une pression appliquée. Fait qu'une fois que le tensiomètre il a ça, il va prendre ces deux grandeurs, puis il va venir les placer en mode variation de volume sanguin en fonction de la pression appliquée. Ça nous donne un graphique qui s'appelle l'oscillogramme. Puis tout ce qu'il faut savoir, c'est que le tensiomètre, lui, il applique un algorithme à cet oscillogramme, et tada, il vous donne la pression artérielle. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais maintenant, comment est-ce qu'on passe de le brassard à finalement juste une mesure locale comme c'était notre doigt? Fait que pour la variation de volume sanguin, on va utiliser un capteur photoplétismographe. On va l'appeler PPG, ça sera plus sympa. Fait que ici, qui est-ce qui a une montre connectée? Fait que, si vous avez vu sur la montre connectée, il y a comme une lumière verte à l'arrière. Mais cette lumière verte, c'est un capteur PPG finalement. Et donc ce capteur, c'est grâce à lui que vous avez votre rythme cardiaque avec votre montre connectée. Mais en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est que juste, il va envoyer de la lumière, puis il va mesurer la quantité de lumière qui lui revient. Donc autrement dit, vu que vous avez des variations de volume sanguin, plus vous avez de sang dans l'artère en dessous, moins va y avoir de lumière qui va revenir au capteur, et donc ça va donner des oscillations, et c'est comme ça que vous avez le rythme cardiaque. Votre montre, elle fait juste compter le nombre de pics qu'il y a, et il vous donne votre rythme cardiaque. Donc voilà, on a les variations de volume sanguin, et maintenant la pression appliquée. La pression appliquée, on va juste prendre un capteur de force qu'on va placer à l'arrière du capteur PPG, fait qu'on va pouvoir mesurer tout simplement la pression, la force, et donc convertir en pression qui est appliquée à notre artère. Maintenant, il nous manque une seule chose, c'est comment est-ce qu'on applique la pression? Là, on va venir mettre un petit actionneur qui va être derrière le capteur PPG et le capteur de force. Ça va appliquer notre pression, et voilà, on a ce qu'il faut. À la fin, on fait donc un sandwich technologique. Notre capteur PPG pour les variations de volume sanguin, notre capteur de force pour la pression appliquée, notre actionneur, et tada, on a la mesure locale de la pression artérielle. Enfin, pour le diagnostic de l'hypertension, ça va revenir à combiner les deux parties que je vous ai présentées. Donc la première, c'est la mesure de la hauteur poignet-cœur avec nos petits accéléromètres, et la deuxième chose, c'est la mesure locale de la pression artérielle avec notre petit sandwich technologique. Et avec ça, on a le diagnostic de l'hypertension au poignet. C'est merveilleux, c'est parfait. Donc, quels sont les avantages en fait, de mon projet? Si j'y arrive, on le souhaite. C'est que le diagnostic de l'hypertension au poignet, ça va être plus confortable, plus accessible et plus accepté par les personnes, parce que plus confortable. Et donc, on va avoir une hypertension mieux diagnostiquée et moins de maladies cardiovasculaires, donc moins de morts. C'est super, c'est génial. Et que là, je voulais finir avec un super effet pyrotechnique, mais Codou refuse toujours de me financer des feux d'artifice. Le REMDU, c'est radin, voilà. Non, on vous aime. Et merci beaucoup. Allô? Oui, c'est bon. Merci pour la présentation. On a le temps pour des questions. Il y a quelqu'un qui va se balader avec un micro. Voilà, qui va se balader un micro. Là, juste à côté du pilier. Allô? Pendant toute la présentation, tu as fait mention de l'hypertension. Est-ce que ça peut faire l'hypotension aussi? Oui, l'hypotension existe, c'est un autre type de maladie. Puis de ce que je sais de l'hypotension, c'est que en fait, dans mon laboratoire de recherche, il y a quelqu'un qui travaille sur l'hypotension, notamment sur la chute de pression orthostatique. Donc ça, c'est quand tu te lèves, tu as une chute de pression. Tout le monde a ça, mais les personnes atteintes d'hypotension, leur pression ne va pas se remettre à la bonne pression et vont avoir des malaises, des chutes ou quoi. Fait que oui, l'hypotension existe aussi et est dangereuse aussi, mais c'est pas du tout les mêmes risques reliés. C'est pas du tout les mêmes risques que l'hypertension. C'est ça la question, genre, va pas y avoir les mêmes conséquences sur le corps. Est-ce que ton projet pourrait le diagnostiquer aussi?
Bah, en tant que tel, oui, parce que ça, en fait, c'est vraiment juste un tensiomètre, mais local. Fait que les tensiomètres actuels le détectent déjà. Fait que lui aussi, il le détecterait. On a une autre question dans le fond? Bravo, premièrement, c'est vraiment super comme projet. J'étais curieux à propos des accéléromètres, parce que moi, dans mon expérience, il y a une dérive des fois sur les accéléromètres. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré comme problème, puis comment vous avez fait pour gérer ça? Alors non, on n'a pas ce problème parce que moi, je reste dans le cas de la mesure en statique, pas en dynamique. Du coup, le fait d'être, en fait, au moment où on mesure la pression artérielle, vu qu'on ne bouge pas, on n'a pas de dérive dans le temps. C'est vraiment dû au fait de bouger en même temps, mais les accéléromètres vont avoir une dérive dans leur mesure. Du coup, pas ce problème-là. Mais dans le fond, c'est que la personne, elle va bouger, mais quand la mesure se déclenche, la personne doit arrêter de bouger. Exactement comme le diagnostic actuellement, tu as un brassard, tu le portes, puis quand il se déclenche, tu dois, mettons, t'arrêter comme ça. Fait que ça resterait le même principe, c'est juste que ça serait plus confortable. Fait qu'il resterait quand même le problème de, bah, faut que tu fasses le pingouin en plein milieu de la rue. Dernière question dans le fond? Merci. C'est une question probablement très naïve, mais pourquoi on a besoin de mesurer pendant 24 heures si on le fait chez le médecin une fois et pourquoi on a besoin d'un diagnostic sur 24 heures? Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'hypertension de la blouse blanche. C'est-à-dire que dès qu'elles vont chez le médecin, elles sont stressées. Et du coup, leur pression artérielle va être super élevée, mais elles ne sont pas vraiment hyper tendues. C'est juste la vue d'un médecin panique. Donc, première cause. Deuxième cause, c'est que la pression artérielle varie sur 24 heures. Typiquement, elle est censée diminuer fortement la nuit. En fait, elle est très élevée au matin, puis dans la journée, elle stabilise, puis la nuit, elle diminue. Puis, si on ne fait pas la mesure sur 24 heures, on ne verra pas si la personne a typiquement bien sa pression artérielle qui diminue la nuit. Parce que si ça ne diminue pas, ça représente un gros risque pour la santé cardiovasculaire. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, parfait, merci Alicia. Vous pouvez applaudir. Ah, bon. S'il reste des questions, vous pouvez toujours aller parler aux personnes après, aux personnes présentatrices. Je pense que ça leur fera très plaisir de parler de leur projet. Pour la quatrième et dernière présentation de cette soirée, je vais inviter Juan David Sarmiento Gomez à venir sur scène. Il va nous parler de fermentation, mais pas celle du houblon, celle qui nous permet donc d'améliorer la production d'hydrogène. Merci de l'applaudir. Salut, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va bien tout le monde? Est-ce que vous vous amusez aujourd'hui avec la science puis la bière? C'est nice, hein? All right. Fait qu'on va commencer. C'est parti pour l'hydrogène, pour le biohydrogène en fait. Mais moi, je travaille dans le département de génie chimique et biotechnologique à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un doctorat. Puis mon projet de recherche est encadré dans les contextes du changement climatique. Fait que tout le monde le sait qu'avec les dernières années, on a vu des températures les plus hautes jamais vues dans la vie. Puis il faut changer notre réseau énergétique pour arriver à avoir une solution plus sustentable. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des recherches avec les énergies renouvelables, l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Mais il y a aussi un autre type d'énergie, que c'est l'énergie qu'on peut utiliser à partir de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz. Puis c'est comme les bombes d'hydrogène, tout le monde parle d'hydrogène, tout le monde veut utiliser l'hydrogène, on parle des voitures à l'hydrogène. L'hydrogène peut être évidemment une des solutions pour les changements climatiques, mais il faut savoir aussi que l'hydrogène est une molécule, est un gaz qui est aujourd'hui, à jour actuel, majoritairement produit à partir des combustibles fossiles aussi. Ça veut dire que la plupart de l'industrie de l'énergie qui produisent l'hydrogène utilisent les gaz naturels, puis ils vont transformer les gaz en hydrogène,
Puis ça, c'est comme l'utilisation de l'hydrogène, mais on s'entend qu'il est encore un peu si sale. Hein? On utilise le combustible fossile, puis ce n'est pas probablement la meilleure solution. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fermentation sombre. Mais avant de parler de la fermentation sombre, j'aimerais juste vous parler de la fermentation en général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la fermentation? Vous pouvez lever la main. Nice. La bière, c'est ça? Toi? Ah, nice. C'est ça, la fermentation la plus connue, évidemment, et ce qu'on boit en ce moment, la plupart d'entre nous, c'est la bière. C'est quelque chose où on transforme des céréales, comme l'or, en alcool. Puis, c'est le fun, hein? Tout le monde aime ça. La plupart du monde. Puis, il y a d'autres types de fermentation, comme la fermentation du vin, en utilisant d'autres types de substrats. Mais les fermentations pour les boissons, ce ne sont pas les seules fermentations qu'on peut avoir. Il y a d'autres types de fermentations. Il y a des fermentations pour produire du biogaz. Il y a des fermentations pour produire de l'alcool aux fins énergétiques, pas aux fins de loisirs, comme on le fait ici. Puis, il y a aussi la fermentation pour produire l'hydrogène. On peut produire l'hydrogène d'une façon plus propre, parce que l'hydrogène peut nous aider à décarboniser la planète. Mais on veut le produire d'une façon qui ne touche pas les côtés fossiles, qui touche plutôt les façons vraiment renouvelables. Mais avant de vous parler de la fermentation sombre telle qu'elle, j'aimerais juste vous raconter que moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je ne suis pas québécois, hein, le français ce n'est pas ma première langue, c'est ma troisième langue en effet. Puis je suis venu de la Colombie avec ma conjointe qui est ici, elle est super belle d'ailleurs. Puis oui, c'est ça. Et j'ai essayé de m'involucrer dans la culture québécoise aussi que possible. J'essaie de lire dans la littérature québécoise, d'écouter la musique québécoise. Puis j'essaie de plus en plus, puis je pense que je m'améliore à chaque fois. Mais apprendre le français, c'est une expérience vraiment, vraiment difficile, je dirais. Et surtout parce qu'en Colombie, on nous apprend le français qui est un peu plus français standard de la France. Mais on s'entend qu'ici, le français québécois, c'est peut-être une langue différente. Hein? Puis là, mes amis québécois m'ont appris une expression, plusieurs expressions en français québécois, mais j'ai encore un peu de la misère à les utiliser. Puis je vous en reparlerai un peu plus tard sur les expressions québécoises, puis comment j'essaie de réussir à les parler. En tout cas, on continue avec la fermentation. C'est quoi la fermentation sombre? Est-ce que la fermentation sombre, c'est quelque chose comme la fermentation dans les noirs? C'est quelque chose comme la fermentation un peu cachée? Est-ce que vous avez une idée peut-être? C'est quoi la fermentation sombre? Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ça a l'air comme Star Wars, la fermentation sombre, quelque chose du genre. Mais ce n'est pas quelque chose comme ça. Hein? Ce n'est pas une image machiavélique de la fermentation. La fermentation sombre, la prochaine diapo, la vraie fermentation sombre, c'est en fait quelque chose comme ça. On a un bioréacteur, c'est juste une cuvette de fermentation où on va transformer la matière organique en biohydrogène. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matière organique? On peut utiliser les déchets de l'industrie alimentaire, par exemple, ou les déchets d'autres types d'industries. On peut aussi utiliser comme le déchet tel quel, le déchet plus quotidien. Puis on va utiliser des bactéries parce que la fermentation avec la bière, c'est une fermentation qui utilise des levures, c'est un type de micro-organisme. Mais ici, dans la fermentation sombre, on utilise des bactéries anaérobiques. Ça veut dire des bactéries qui n'utilisent pas l'oxygène, pour lesquelles, en fait, l'oxygène est un peu toxique. Puis on utilise ce type de bactéries, ils vont produire d'hydrogène, un peu de CO2, mais ils vont produire aussi d'autres molécules liquides, et comme l'acide butyrique. Puis c'est quoi l'acide butyrique? C'est une molécule chimique qui, en premier, ça pue, l'acide butyrique. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience peut-être avec les vomis du bébé. C'est quelque chose pareil. C'est quelque chose pas plaisant pour l'être humain. Puis l'acide butyrique, pour nous, dans la fermentation sombre, c'est une molécule qu'on utilise comme indicateur de la production d'hydrogène. Ça veut dire que si les bactéries dans les bioréacteurs, dans la cuvette de fermentation, vont produire de l'acide butyrique, on s'entend que par la suite, ils vont produire de l'hydrogène.
C'est quelque chose que j'aime bien dans mes expériences. C'est quelque chose que les bactéries, ils aiment aussi. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Puis la vie est belle, tout est beau, ça va comme ça. Mais il y a aussi d'autres bois métaboliques. Il y en a plusieurs. Ici, je vous parle les bois métaboliques principaux. Puis la deuxième, on voit un peu moins, mais ça dit acide lactique. C'est une autre bois métabolique, c'est une autre molécule. Ça pue aussi, mais un peu moins que l'acide butyrique. Mais l'acide lactique, c'est quelque chose que les bactéries, puis moi aussi, on aime moins. Parce que l'acide lactique, ce n'est pas un bon indicateur de la production de biohydrogène. Ça veut dire que dans mes fermentations, si j'ai beaucoup d'acide lactique, probablement, je ne vais pas rêver d'avoir assez d'hydrogène, qui est déjà un problème majeur dans la fermentation sombre. Fait que moi, ce que je travaille, ça c'est supposé d'être moi. J'ai demandé à l'IA générative de créer un ingénieur latino qui semblait un peu à ça. Mais ce que j'ai fait dans mes expériences, c'est que j'utilise encore une fois l'intelligence artificielle pour essayer d'optimiser les processus du bioréacteur, les processus de la fermentation sombre, puis par la suite essayer de maximiser les rendements d'hydrogène. Ça veut dire que j'utilise les outils d'IA. J'essaie de transformer un peu ce qui entoure le bioréacteur, parce que des fois, on peut contrôler les bioréacteurs pour que les bactéries s'en vont dans la voie de l'acide butyrique, que c'est quelque chose que j'aime bien, puis moins dans la voie de l'acide lactique. Si c'est facile ou pas, ça c'est la question que je me pose à tous les jours. Parce que moi, j'ai décidé de faire un doc en génie biotech, mais moi, je suis un ingénieur chimique de base. Fait que c'est quelque chose que j'apprends tous les jours. Mais j'ai fait des tests l'année passée, et plutôt dans l'automne, l'année passée. Puis, après avoir fini mes tests, ça prend quand même pas mal de temps, faire la fermentation, puis surtout en utilisant des bioréacteurs de 2,5 litres. C'est quelque chose qui n'est pas en échelle industrielle, mais quand même. Et j'ai tout préparé, j'ai pris des semaines de préparation à préparer les milieux de croissance, j'ai fait les expériences, j'ai pris des échantillons à tous les jours. Ça m'a pris pas mal une semaine à avoir des lectures de ce qui s'est passé à l'intérieur du bioréacteur. Puis, merci. Puis, à la fin de mon expérience, il n'y avait que d'acide lactique. Puis, vous comprenez déjà que l'acide lactique, ça c'est quelque chose qui est bon ou est pas bon? Pas bon, c'est ça? Fait que moi, c'est en ce moment que j'ai pensé à les expressions québécoises que mes amis m'ont appris. Puis moi, j'ai dit « tabarnak ». Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Puis à partir de ce moment, mais c'était les débuts, hein, j'ai commencé à faire des expériences, c'était plutôt des expériences préliminaires. Puis maintenant, ce que j'ai essayé, c'est d'optimiser un peu l'environnement pour que ça soit vraiment anaérobique. J'ai essayé d'utiliser la température du bioréacteur pour que les bactéries commencent à produire un peu plus d'acide butyrique et par la suite d'hydrogène. Fait qu'en ce moment, j'ai réussi pas mal à changer un peu les choses. Et ce que j'aimerais faire, c'est de continuer à pousser pour qu'on puisse continuer à obtenir un peu plus d'hydrogène. Puis je vais juste finir avec cette diapo. À quoi sert tout ça? À quoi sert produire le biohydrogène? Comme je vous ai parlé dans la première diapo, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'hydrogène. On peut générer de l'électricité, on peut produire des hydrocarbures synthétiques, on peut fabriquer de l'ammoniac, qui c'est quelque chose super important dans l'industrie agricole. Puis ça, c'est une image que j'ai prise d'un article scientifique qui s'appelle en anglais Net Zero Emissions. Puis il nous montre un peu c'est quoi comme l'économie de l'hydrogène, puis comment ça peut jouer un vrai rôle dans le futur. Mais comment est-ce que ça peut jouer un vrai rôle? Il faut partir de la base qu'il faut produire l'hydrogène de façon vraiment renouvelable et pas seulement à partir du gaz naturel, puis dire que c'est renouvelable. Sur ça, je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine. Merci pour ta présentation. On a donc le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, oui. Oui, bonjour. Je me demandais, qu'est-ce qui arrive au gaz carbonique au terme de la réaction? Le carbone, il va où? Parce qu'il y en avait
dans la nourriture? Oui, excellente question. Puis c'est ça qu'on appelle en génie chimique, biotech, le bilan de masse. Fait qu'on commence avec des carbones, du hydrogène, de l'azote, puis tout ça, il faut que ça s'en va quelque part. Fait que l'hydrogène, on essaie de le maximiser dans les gaz, ce qu'on appelle biohydrogène. Mais les carbones, essentiellement, ça s'en va dans les acides dont j'ai parlé tout à l'heure. L'acide butyrique, l'acide lactique. Il y en a d'autres acides, comme l'acide acétique, qu'on peut aussi essayer de récupérer puis de valoriser aussi. Fait qu'ici, on commence à parler aussi comme d'une bio-usine où on produit de l'hydrogène, mais où on peut produire aussi d'autres types d'acides qui sont utiles par d'autres types d'industries parce que c'est par là que le carbone s'en va. Merci. Salut, j'ai peut-être manqué ce bout de ta présentation, mais je me demandais c'était quoi l'intrant pour ton procédé de fermentation? C'est quoi tu fermentes? C'est quoi que je fermente en ce moment? OK. Fait que, comme je mentionné, la fermentation sombre, ça peut utiliser de la matière organique. Ça veut dire des déchets, mettons, de la biomasse, des déchets industriels. Est-ce que j'utilise maintenant en ce moment, parce que mon projet, ça va un peu côté comme optimisation des milieux de croissance. Est-ce que j'utilise pour l'instant, c'est un milieu que moi, je prépare moi-même. Je fais toutes les composants, je les mesure, puis je les ajoute, puis je prépare ma propre solution. À un moment donné, ce que j'aimerais faire aussi, c'est d'essayer quelque chose qu'on peut trouver dans la nature, comme la biomasse, comme je l'ai déjà dit. Merci. On a le temps pour une dernière question. Il y avait une main qui commence à se lever. Oh, ok, parfait. Merci. Encore une question? Oui, en avant. Merci pour la présentation. Est-ce que tu connaissais tes deux voies métaboliques pour faire ton acide butyrique et ton acide lactique? Si oui, je sais pas si tu peux prendre des OGM, admettons, déléter un gène dans ta voie pour essayer qu'il n'en produise pas, ou si tu peux pas prendre un inhibiteur pour maximiser ta production d'acide butyrique. Oui, merci. Excellente question. Fait que de ce que tu parles, ce sont les modifications génétiques. On peut évidemment, on les fait tous les jours. Hein. C'est pour ça qu'on mange la nourriture aujourd'hui, parce qu'on peut faire des modifications génétiques pour que les cellules, soit bactériennes, soit que ce soit, ça va dans certaines voies métaboliques. Fait que c'est quelque chose qui est déjà fait. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre aussi comme le contexte général du bioréacteur. Ce n'est pas seulement comme couper une gène pour éviter que ça produise une molécule, mais plutôt comme comment est-ce que je peux faire pour que les bactéries, volontairement, sans couper les gènes, en un premier moment, ça va dans la voie qui m'intéresse. Dans un deuxième moment, on pourrait penser peut-être à faire des modifications génétiques, mais c'est quelque chose que je ne touche pas exactement dans mon projet doctoral, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, qui est déjà fait dans la fermentation sombre aussi. Merci pour ta question. Merci beaucoup. Merci. Donc, cette dernière présentation conclut... Oh, merci. Conclut donc la soirée. Je tiens tout d'abord à vous remercier, parce que vous étiez très nombreux ce soir, avec au nombre de 61 personnes. Vous pouvez vous applaudir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes présentatrices pour le travail qu'ils ont fait pour venir présenter ce soir. Je tiens aussi à remercier tous les différents bénévoles de Bistro Wine. Donc à l'accueil, on avait Marika et Margot. À la captation, on avait Maëlle. À la technique, on avait Eva et Alexis. À la coordination de l'événement, on avait Gaël. À l'animation, vous aviez moi. On tient aussi à remercier très chaleureusement, alors peut-être pas avec cette température, le personnel du Café 440, avec au service Mathis et Charlotte, et en cuisine, Ellie et JF. Je tiens à remercier encore notre collaborateur pour la soirée, donc les cycles supérieurs de génie et les différents commanditaires, donc Geneviève Herbert, députée de Saint-François, la FEUS, le REMDUS et le SARUS.